Juste rapidement, moi, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout un tas de choses à l'âge de 18 ans, notamment à la psychologie humaine. Ça m'intéressait les relations humaines, tout ça, ça m'interpellait. Enfin, je ne comprenais pas tout, donc j'avais envie de comprendre. Et puis ça m'a vite emmenée donc, sur le bouddhisme, le spirituel, etc. Et donc, j'essaie de faire très succinct. Je voulais en fait guérir ma souffrance. Ouais, parce que j'avais eu une enfance, après comme chacun, on a tous vécu des choses donc difficiles, mais voilà, c'était très présent et du coup j'arrivais pas à m'en sortir. Donc je cherchais quelque chose en fait désespérément, une méthode, quelque chose qui puisse voilà, me guérir, hein, enlever toute cette souffrance. Et donc j'ai fait 20 ans de recherche dans tous les sens, donc je me suis formée au Reiki, donc je suis maître Reiki aussi. J'ai fait du chamanisme, enfin je me suis formée à tout un tas de choses, à tout un tas de formations, de la thérapie, de l'hypnose, enfin je cherchais vraiment partout et j'ai lu des centaines de livres aussi dans tous les sujets, etc. Et puis à chaque fois je trouvais un truc et puis finalement ça apaisait un temps. Donc je croyais avoir trouvé, et puis finalement, hop, ça revenait, systématiquement. Donc en 2012, du coup, grosse dépression, suite à des événements dans ma vie. Et du coup, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris, ça ne me servait absolument à rien. Et pourtant, j'en avais des tonnes et des tonnes derrière. Donc j'ai compris qu'en fait, tout m'avait servi effectivement de pansement, un peu de baume. Ça avait enrobé un peu ma souffrance. Mais elle était toujours là, et donc là, ça m'a explosé un peu la figure, tout ce que j'avais mis sous le tapis depuis presque la naissance. Alors là, c'est exagéré, mais c'est ça. Et du coup, j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que plutôt que de refuser d'essayer de me guérir ou d'essayer que ça parte, alors ça a été tout un cheminement, je vous la fais courte, hein, mais c'est par rapport aux lectures et aux préceptes spirituels, etc., qu'on arrive à avoir dans ce milieu-là. J'ai fini par dire, va falloir que je regarde ma souffrance en face et que je finisse par la traverser. Et ça m'a amené donc, à cette méthode que je transmets aujourd'hui, à faire justement une écoute intérieure. J'ai mis 4 ans à écouter intérieurement tout ce qui m'avait vraiment blessé, des grosses souffrances, hein, je parle là, des grosses souffrances, et à les écouter à l'intérieur de moi, et à découvrir donc tout ce que j'étais, entre guillemets, parce que finalement, on n'a qu'une petite facette de notre inconscient, donc du coup tout remonte au fur et à mesure, et donc l'objectif étant d'accueillir, mais accueillir dans l'acceptation, c'est-à-dire aimer en fait tout ce qui nous compose, en totalité. Et donc ça a été ce chemin pendant... Ouais, mais vraiment... Jusqu'à la cellule. Inconditionnellement, quoi. Et donc c'est pas une mince affaire. Du coup, et c'est une certaine posture, voilà, du coup, que je transmets aujourd'hui, donc avec un processus entre guillemets concret, où j'amène les gens à écouter justement tout ce qui est à l'intérieur, à faire ce dialogue intérieur et à avoir cette posture d'amour inconditionnel pour nous-mêmes. D'accord ? Alors je vais vous expliquer comment, entre guillemets, je suis arrivée là, parce que c'est important, parce que du coup on a besoin de certaines informations pour comprendre justement pourquoi on vit toujours les mêmes choses en boucle. Pourquoi la vie, justement, pourquoi il semble, en tout cas, à un bout d'un moment on s'en rend compte, on revit à peu près toujours les mêmes événements, avec pas les mêmes personnes, mais voilà, ça rappuie sur les blessures, et en fait on tourne en rond autour de ça, on n'arrive pas à s'en défaire. Je vous demande de me suivre dans mon voyage qui commence à la naissance. Donc on est un petit enfant, tranquille. Et on arrive sur Terre, entre guillemets, avec un bagage
que tout le monde a sur cette planète, les émotions. On a tous également un corps physique, okay, et quelque chose qui va se développer avec le temps et l'âge, une conscience. Quand je dis conscience, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'observer. D'accord ? Tous les êtres sur cette planète ont ça. Donc, enfin, il y en a qui n'ont pas de conscience, mais bon. Si Enfin. Ils décident de ne pas l'écouter. Voilà, c'est ça. Mais on en a tous. Une. Après, on développe. Voilà. Donc, on arrive ici, voilà, comme ça. Ok ? Et donc, on va vivre tout un tas de choses dès la naissance. Je ne reviens pas dans le ventre de la maman aussi, il se passe des choses, mais bon, voilà. On va partir de on est. Et donc, on commence les émotions. On voit bien, les bébés sont plein d'émotions. De base, au départ, hein, la joie, la peur, souvent. Et donc, le bébé, dès le départ, va emmagasiner, en fait, des émotions. Emmagasiner dans quel sens? C'est-à-dire que, alors c'est pas moi qui le dis, moi je l'ai expérimenté dans ma chair, effectivement, tout ce qu'on vit est cristallisé dans le corps, toutes les émotions restent en mémoire, d'accord? Elles sont à la fois physiques et souvenirs, hein, images, odeurs, voilà. Mais c'est cristallisé dans le corps, et effectivement, bah, quand on fait justement l'accueil, alors l'approche que je l'appelle l'accueil en fait. Quand on accueille, on fait cette écoute intérieure, on se rend bien compte qu'effectivement toutes les émotions sont encore là et on a vite fait de s'y reconnecter finalement, même des émotions qu'on a vécues tout petit. Dès l'instant où on se remémore effectivement l'événement, on va pouvoir se reconnecter à l'émotion, au ressenti, et souvent on va ressentir effectivement l'émotion au niveau physique. Ça peut être aussi douloureux, hein, des fois, parfois. Certaines personnes ne ressentent pas les émotions dans le corps physique, c'est parce qu'elles ont fini par couper. On verra après tout à l'heure qu'il y a des stratégies aussi de protection qui sont mises en place dans l'enfance pour justement éviter ces émotions-là, parce que c'est trop douloureux, trop souffrant. Donc dès petit, en fait, on va accumuler les peurs, par exemple, du nourrisson, d'être tout seul, d'être isolé. Hein, ça a été prouvé maintenant, effectivement, que tout petit, on ressent beaucoup de choses. On va avoir emmagasiné donc beaucoup de souffrances. Je donne souvent l'exemple très basique du bac à sable, c'est-à-dire qu'on on a, je sais pas, 2 ans, on est au bac à sable, et puis il y a les petits copains qui piquent la pelle ou le râteau, notre pelle et notre râteau. Alors ça peut paraître anodin, mais effectivement, vécu à l'âge de 2 ans, eh bien c'est un événement assez heurtant, traumatique, où on ne comprend pas, on se met en colère, etc. Et en plus là-dessus, arrivent les parents qui nous disent il faut prêter. C'est pas bien, il faut que tu prêtes, etc. Donc l'injustice, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc on commence à accumuler effectivement beaucoup de souffrance. Alors bien sûr, là c'est un petit exemple anodin, mais c'est pour montrer aussi qu'il n'y a rien d'anodin. Quand on dit les souffrances des enfants, il ne faut pas penser que, même si on n'a pas vécu des choses horribles, on n'a pas de souffrance. Si, il y en a quand même. Le fait de, enfants, on est avec la glace, enfin, j'ai vu des enfants d'ailleurs régulièrement que ça arrive l'été où la glace tombe par terre, c'est la fin du monde. C'est clair. Et bien c'est vraiment la fin du monde pour eux. On ne se rappelle pas, peut-être, mais effectivement on vit des choses, des émotions. Et donc, si l'émotion n'est pas accueillie correctement, eh bien, et ce qui est rarement le cas, puisqu'on ne sait pas, nos parents ne savaient pas trop faire avec ça, et encore maintenant c'est compliqué les émotions. Hein, dans ce monde, si effectivement on ne peut pas trop parler, il ne faut pas trop en avoir même. Si l'émotion n'est pas bien accueillie, voire refoulée, on va avoir tendance à dire à l'enfant mais c'est pas grave, je vais t'en racheter une. Bah oui, mais l'enfant en fait, c'est pas grave, je vais en racheter une. Si, c'est très très grave. Et en fait, bah du coup, ça crée une blessure. Alors, là, effectivement, avec la glace, c'est pas très important, mais ça crée quand même une blessure d'injustice ou d'incompréhension. Voilà. Alors bien sûr, tout ce qu'on a vécu enfant va être cristallisé. Alors ça va être effectivement toutes les blessures qu'on a vécues avec nos proches. Et plus effectivement on a vécu de choses difficiles, bah, plus ça va être important, voire on va même bloquer finalement, même parfois la mémoire, pour plus ressentir. Donc on va
vivre toutes ces injustices, peut-être tous ces rejets, toutes ces trahisons. Le fait, en fait, simplement enfant, tout ce qu'un enfant a envie, c'est d'être accueilli et aimé pour ce qu'il est. D'accord ? Sauf que, on est bien d'accord que c'est rarement le cas. Et du coup, tout ce qui va être à l'inverse va être cristallisé en blessure et en souffrance. Donc on accumule comme ça pendant une bonne partie de notre enfance, jusqu'à l'adolescence à peu près. Toutes nos histoires, mais vraiment toutes les émotions non accueillies vont être cristallisées. Donc ça en fait déjà un paquet. Et à l'âge de l'adolescence, toutes ces blessures, alors ça peut être l'abandon, la trahison, on verra vite fait après les blessures générales. À l'adolescence, le phénomène qui va se produire, c'est qu'on va commencer à revivre toutes les blessures qu'on a vécues enfant. Ok ? Donc ça va venir, du coup, rappuyer sur des blessures déjà existantes. Un exemple de blessure ? Quelqu'un veut bien en donner un ? De l'enfance ? Rejet. Rejet ? À l'école, par exemple. Ouais. Le rejet, par exemple, qu'on va vivre à la maison, simplement parce qu'on n'a pas été accepté comme on était. Un exemple tout bête, par exemple, un enfant très joyeux, très plein d'énergie, va pas forcément être accepté comme il est, parce qu'on va ouais, du calme, on est fatigué, c'est bon. Et du coup, sans le faire exprès, à notre insu, on va effectivement rejeter ce qu'il est. Alors c'est très maladroit. Tu es en train de dire... On prend le rejet. Donc ça va être vécu à la maison, pas forcément, ou à l'école, avec les copains, ou avec, je sais la pas, maîtresse. La maîtresse. Peut-être l'oncle ou la tante, ou les grands-parents, enfin peu importe, mais il va y avoir à un moment des choses qui vont pas être... Alors j'en ai oublié un, c'est accepter. Il y a des choses de nous, enfants, qui ne vont pas être acceptées, accueillies et aimées de l'entourage. Okay ? Et ça, l'enfant, en fait, le sent inconsciemment. Et il va s'adapter à son environnement. Parce que l'objectif d'un enfant, clairement, et de tout être humain, même à notre âge, actuellement, c'est d'être accepté, accueilli et aimé. On a tous envie d'être ça. Hein, par nos proches, surtout par nos proches, pour le coup, notre famille, etc. D'accord ? Donc dès l'instant où on ne se sent pas effectivement comme ça, eh bien, il y a souffrance. Il y a des choses qui... Mais ça remonte effectivement à l'enfance. Et à l'adolescence, ça va commencer donc à se revivre. Et là, on va mettre en place un système de croyances. Du coup, ça va cristalliser définitivement, entre guillemets, en tout cas pour une bonne période. Tout ce qu'on a vécu enfant, si on le revit à l'adolescence, on va dire, bah, le monde il est comme ça, je vis ça, ok, hop, ça c'est coché, croyance terminée. Et donc, on va, du coup, revivre ça constamment à l'âge adulte, avec les voisins, avec la famille, avec les copains ou au travail, bref, peu importe dans quel cercle. On va le revivre constamment et on arrive à l'âge adulte. Avec tout ça, on revit, en fait, aujourd'hui, si on part d'aujourd'hui, on peut vivre un événement qui va venir, en fait, rappuyer sur le bouton, entre guillemets, de la souffrance de quand on avait, je sais pas moi, 7 ans, et qu'on s'est senti rejeté pour la première fois. Donc moi, j'ai compris pendant 25 ans ce qui m'était arrivé. Je l'ai compris pendant 25 ans. J'ai travaillé dessus, je l'ai compris. Oui, mais à 100%. Peut-être que tu as eu, toi, vraiment un gros traumatisme. Oui, mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai compris, mais c'est pas ce qui m'a permis de m'en libérer. D'accord ? On a beau comprendre, la compréhension, elle est nécessaire, quand même, mais ça suffit pas. Okay ? La compréhension suffit pas. Donc effectivement, comme tu disais, on a des ressentis blessants, traumatisants, frustrants, enfants, ce qui crée donc des cicatrices émotionnelles qui vont rester en mémoire et on construit l'adulte là-dessus. D'accord ?
Le chien, c'est bien. Donc, plus écologique, parce qu'on fait du fromage. on peut avoir un manque d'estime, par exemple, un manque de confiance, se sentir pas très aimé, pas très accepté. Ça bouffe tout. Tout ça, on va le traîner à l'âge adulte, où on aura vécu le fait de, je sais pas moi, pour pas pouvoir s'exprimer parce qu'on aura eu des parents peut-être qui auront pris trop de place. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et du coup, ça va construire ce qu'on est adulte. Et on va revivre plus ou moins les mêmes schémas tout le temps avec d'autres personnes, d'autres situations, mais en fait, ça vient rappuyer systématiquement sur toutes les blessures. D'accord ? J'ai mis effectivement qu'il y avait certaines blessures qui sont inconscientes, parce qu'il y en a qui ont été tellement souffrantes, après ça dépend des personnes, mais il y en a qui ont été tellement souffrantes que du coup, ça a été effacé de la mémoire. C'est encore là, et ça va remonter à la conscience avec un travail justement thérapeutique. Et donc, nos comportements adultes sont du coup pilotés par ça, par toutes nos blessures, parce que finalement, on veut être accepté, accueilli, aimé. Ok ? Je fais très rapidement les 5 blessures, mais... C'est pas moi qui les ai inventées. Louise Bourbon, ça, non ? C'est Louise Bourbon, non ? Les 5 blessures de Oui. D'accord. Et puis oui, il y en a plein après. Mais effectivement, elle a modélisé effectivement les 5 blessures. Donc la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'injustice, d'humiliation ou de trahison. On a tous, plus ou moins, touché du doigt, peut-être pas toutes, une grosse partie de ces blessures-là, et généralement on en a une ou deux qui sont vraiment costauds, et qu'on traîne justement, je sais pas, une blessure d'abandon, ça peut être juste se sentir pas aimé par exemple, par un des parents. Le papa ou la maman, ou des choses comme ça. Le rejet, c'est le rejet de qui on est, donc ça va être des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, donc on va être toujours dans il faut que je donne aux autres pour être accepté. Donc là on va s'oublier complètement, par exemple à l'âge adulte, ça va être une catastrophe, on va dire oui à tout par exemple justement. On va pas pouvoir dire non parce que on donne, dans l'espoir d'être aimé justement. C'est inconscient, mais c'est vraiment là. L'injustice, alors ça, c'est plus effectivement un ressenti de colère, d'incompréhension du monde dans lequel on vit. Et on est révolté, effectivement, on se place en tant que victime de ce monde. Ça peut être différentes choses qui ont été vécues, effectivement, dans l'enfance. Après, voilà, ça fait partie de la vie. L'objectif, c'est de donner quelque chose pour se dépatouiller avec ça. Parce que de toute façon, on va tous vivre des choses à des niveaux différents, mais on va tous être blessés à un moment. Mais tu crois que ça peut provoquer, effectivement, ça peut être... Alors, c'est pas... Ça peut. C'est que c'est ça. Déjà, moi, j'ai vu toutes les blessures que j'avais et je suis allée les voir concrètement, mais toutes les personnes que je suis concrètement. Et j'ai un panel de 16 ans à plus de 70 ans. C'est clair. On a tous le même fonctionnement. C'est inconscient, c'est là. On a tous les blessures à aller guérir. J'aime pas ce mot-là parce qu'on les guérit pas. On va les accueillir, les regarder, les apaiser. Et le souci actuel, c'est pour ça qu'on tourne en rond toujours autour des mêmes problématiques, parce que tout pendant justement qu'on ne va pas accueillir ici, puis là, en remontant tranquillement jusque-là, eh bien la vie nous met face, entre guillemets, à ce qu'on a à accueillir à l'intérieur de nous et à aimer à l'intérieur de nous. Donc systématiquement, on attire des situations, des personnes qui vont venir appuyer sur le bouton. D'accord. Tout le temps. Ton dessin, il me fait penser à l'enfant intérieur, c'est ça que Oui, bien sûr. On appelle l'enfant intérieur. Alors moi, je l'appelle pas l'enfant intérieur, mais parce que je veux pas le réduire à l'enfant intérieur, parce que au départ, c'est l'enfant intérieur, mais après, c'est l'adulte qu'on est aujourd'hui. Parce que les blessures, elles peuvent être aussi d'hier. Elles remontent bien sûr à l'enfant intérieur, mais dans l'accueil, il va falloir accueillir la blessure d'hier avec notre patron, par exemple, ou notre voisin, ou notre famille, et puis remonter à la blessure entre guillemets originelle, la première qui a créé justement
ce schéma. D'accord? Une personne, par exemple, victime, va attirer les bourreaux pour réveiller les deux côtés. Donc systématiquement, on tourne autour de tout ça. Est-ce que vous connaissez, parce que je ne l'ai pas là, le triangle bourreau, le triangle de Cartman, c'est ça? Toutes les relations humaines tournent autour de ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des bourreaux, des sauveurs, des victimes. L'objectif de ce que je propose, c'est de sortir de ce triangle-là. Pourquoi? Parce qu'on se nourrit de ça, et du coup, inconsciemment, on tourne autour de tout ça. C'est-à-dire que victime, on va forcément rencontrer des sauveurs qui vont vouloir absolument nous sauver. On n'a pas forcément envie. C'est-à-dire des gens qui vont nous donner plein de conseils. J'ai des sauveuses beaucoup, donc je sais ce que c'est. Qui vont donner beaucoup de conseils, qui vont nous obliger à faire des choses. Mais si tu devrais faire ça, parce que tu vas te sentir mieux, etc. Ça, c'est les sauveurs. Donc, qui se nourrissent de ça finalement, mais qui ont besoin de se sauver, avant tout. On a les victimes qui se victimisent beaucoup par rapport à ce qu'elles ont vécu, ce qui est légitime, attention, je ne renie pas le côté victime, mais du coup, qui vont rester du coup dans cette énergie-là, dans ce schéma-là, parce que finalement, on finit par aussi s'y sentir pas bien, mais en tout cas, on sait tout ce qu'on a connu, on reste dedans. Et du coup, on attire forcément soit des sauveurs et des bourreaux aussi. Parce que le bourreau, en fait, il va se nourrir effectivement de l'énergie de la victime. Il va chercher à être... Alors, il ne faut pas penser que le bourreau, par exemple, n'a pas de blessure. Pas du tout, il en a. Autant que la victime et le sauveur, sauf qu'il a choisi, lui, d'être bourreau. Pour se sortir, en tout cas tenter de se sortir de sa souffrance. On a beaucoup de victimes, par exemple, à l'âge petit. Moi, j'ai été prof aussi, et en collège au départ. Qui basculent, entre guillemets, du mauvais côté de la force. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes pendant tout le collège. Et d'un coup, ils passent au niveau bourreau, parce qu'ils finissent par dire, voilà, le monde, il est dur. Moi, j'en ai chié. Et apparemment, c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc, je vais devenir fort à mon tour. Et du coup, ils prennent le rôle de bourreau. Mais dans chaque rôle, il va y avoir des blessures, bien sûr, qui sont là et qui vont demander à être guéries. Parce qu'en fait, il va falloir reconnaître, dans ce travail que je propose, qu'on est parfois victime, et on a le droit d'être victime. Parfois sauveur, on a le droit aussi. Et parfois bourreau, et on a le droit aussi. Bien sûr. D'accord. Et ce qu'on a du mal... Ce qu'on a du mal, généralement, souvent, faire sortir, faire subir aux autres. Ce rôle-là, on a beaucoup de mal, effectivement. Oui, mais enfin. Avec la souffrance, on va essayer de tenter. Donc, ce sont des stratégies très malheureuses, inconscientes, qui se mettent en place. Mais effectivement, c'est là pour faire en sorte qu'on soit en relation. Et toujours essayer d'être accepté, accueilli, aimé. Donc, l'enfant, en général, va avoir un rôle particulier. Selon ce qu'il a vécu, il va choisir. Alors c'est inconscient, attention, on va parler d'ego justement juste après. Il va choisir de devenir soit bourreau, soit sauveur, soit victime. Pour moi, l'ego, effectivement, c'est un système de protection, un système de survie qui va se mettre en place dans l'enfance pour justement s'adapter à notre environnement et essayer d'être accepté, accueilli, aimé. Donc l'ego, c'est notre instinct de survie. L'instinct de survie, il est là justement pour qu'on s'adapte à l'environnement. Donc il va s'adapter à son environnement. Et il va mettre en place donc, ce système-là, plus des systèmes de protection, qu'on appelle des stratégies de protection, pour pouvoir survivre dans ce monde. Parce que ce monde, quand on est enfant, il est terrible. On ne se souvient peut-être pas, mais les émotions qu'on ressent et les blessures qu'on ressent sont exacerbées à l'intérieur du corps. Donc l'enfant, pour survivre à tout ça à l'intérieur de lui, surtout qu'il n'y a personne qui lui explique ce que c'est que les émotions, il n'y a personne qui lui explique ce qu'il vit à l'intérieur, ces émotions, ces sensations physiques. On voit bien les enfants, quand ils ont des émotions,
c'est quand même costaud, hein. Les petits-enfants, ils se roulent par terre, ils crient, enfin ils sont en transe presque, certains, on voit que c'est vraiment physique quand même, hein, l'émotion. Et donc tout ça, c'est très souffrant pour l'enfant. Et du coup, pour arriver à survivre, il va mettre en place donc, des stratégies, alors c'est pareil, ça va dépendre des personnes, soit de déni, alors ça va être plutôt, ça va arriver à des adultes, je vais bien, tout va bien. Moi, non, pas de problème. Bon, il y en a plein, mais ça va. Ça va arriver à terme à ça. Donc ça se met en place petit, c'est-à-dire qu'on va faire du déni. C'est-à-dire on va dire non, non, c'est bon, tout ce que je vis, voilà. L'enfant inconsciemment, il va... Hop là. La fuite, ça va être un petit peu différent. Ça va être, ça va arriver à l'âge adulte à fuir dans des activités ou des comportements ou des substances. Donc par exemple, c'est avec quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'a jamais le temps, qui est toujours débordé, soit dans le sport, le travail, les activités, ou qui va tomber aussi dans les addictions. Le sport, l'alcool, les médicaments, la drogue, etc. Donc voilà, on va fuir effectivement ce qu'on ressent et ce qu'on vit. En étant tout le temps occupé, parce que tout pendant qu'on est occupé, on ne va pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on ne pense pas, et tout va bien. Faut pas que ça s'arrête, hein. Sinon c'est la cata. Et la troisième, c'est l'alimentation. Ça va être plutôt là, on va alimenter en fait ce qu'on vit. Alors, on va peut-être en parler beaucoup, ressasser, beaucoup pleurer, beaucoup... Enfin, ça va être, on en rajoute en fait. Donc, on se plaint, on fait des choses comme ça. On se complaît. On se complaît, entre guillemets. Alors, on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui se complaît. Oui. Hein. Parce que c'est difficile, parce que c'est vécu quand même, mais c'est l'idée, effectivement. Mais les trois, en fait, arrivent à la même chose. Hein, c'est-à-dire que on va essayer, tant bien que mal, on a ça à notre disposition, on va essayer tant bien que mal de faire avec ça pour justement essayer de sortir de cette souffrance, sortir de toutes ces blessures, de la façon dont... C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, arrivent avec... moi, j'ai des personnes, effectivement, qui viennent me voir, qui ont fait 10 ans de thérapie. Ils me font, j'ai parlé voilà, pendant 10 ans, j'ai tout compris et... Je suis toujours au même point. Voilà. Et certaines thérapies, effectivement, ont tendance à nous faire rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'on raconte. Et finalement, on n'en sort pas. Quoi. C'est ce que j'ai, mais c'est pas forcément. Ok. Donc, j'ai mis ça conditionne nos comportements adultes. Bah oui, parce que du coup, effectivement, voilà, j'ai donné à peu près les grandes lignes. Alors, on peut avoir plusieurs comportements, c'est-à-dire on peut être dans les trois selon les situations, mais on en a un aussi, généralement, particulièrement qu'on apprécie, une fois qu'elle a été mis en place, et qui est primordial. Mais on peut tourner autour des trois sans problème, selon les situations qu'on rencontre, et tout ça se fait à notre insu. Hein, c'est inconscient. On peut s'en rendre compte, bien sûr. On peut se douter que, on voit que quand on a des soucis, par exemple, on fuit. On le sait. On va pas trop creuser, mais voilà, c'est quand même à la conscience. Ou on est dans le déni. L'alimentation, on ne s'en rend pas forcément compte, parce que pour c'est plutôt naturel d'exprimer ce qu'on vit, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Ok ? Donc, la vie, du coup, nous vient appuyer systématiquement avec les personnes, les émotions, tout le temps. L'effet miroir, c'est justement les personnes qu'on rencontre. Parce qu'il va y avoir des émotions, justement, qui vont, justement, avec le triangle bourreau, victime, sauveur, qui vont venir se heurter, donc, pour réveiller les blessures de chacun. Donc, l'autre nous sert de miroir afin de comprendre qui on est, ce qui est blessé en nous, ce qui est souffrant en nous. Pour moi, effectivement, tout ce qui est à l'extérieur nous parle de nous. Je ne comprends pas. Je vais expliquer. D'accord. Notre histoire finalement personnelle est renvoyée partout à l'extérieur de nous, dans les situations, les événements et les personnes qu'on rencontre. Donc, tous les autres, que ce soit relations dans le travail, que ce soit voisins, que ce soit amis, famille proche, vont nous renvoyer des parties de nous. Alors, pas tous les mêmes, hein, on est bien d'accord, mais ça va être un peu une facette finalement de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on ne veut pas voir,
généralement va être révélé par l'autre. On a besoin de l'autre d'ailleurs pour se voir. Parce que, imaginez, on est tous ça. Ça, c'est un être humain classique. Ok ? Si on le met, bon là, c'est pas le même blanc, c'est chiant. Mais imaginez, c'est le même blanc. C'est le même blanc. On va pas pouvoir se regarder, là, on va pas pouvoir se voir. Puisque blanc sur blanc, on voit pas grand-chose. Non, Ça ne transparaît pas. perdu la neuf. Pour être vu, entre guillemets, pour se voir, il va nous falloir, effectivement, peut-être un fond blanc pour voir le bleu, un fond noir pour voir le blanc, bref, un fond blanc pour voir le noir. On ne peut pas, par exemple, dire que le jour existe si on n'a pas la nuit. D'accord. D'accord ? L'autre va nous servir, du coup, pour nous montrer ce qu'on est, qu'on n'accepte pas, ou qu'on ne voit pas en nous. Ce qui n'est pas conscient, donc ça peut être certains comportements qu'on a de nous, par exemple, un exemple concret. Donc tout ce qu'on vit à l'extérieur qui nous fait réagir, nous parle de nous, de nos blessures, de nos souffrances, de ce qui n'est pas vu, de ce qui n'est pas accepté en nous, de ce qui n'est pas aimé en nous. On est bien d'accord, vous êtes bien d'accord avec moi, que on est notre pire ennemi. Dans ces schémas-là, le bourreau va nous indiquer deux choses. Un, il faut reconnaître son état de victime. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses difficiles, on a été victime enfant, certainement. Il y a un passif par rapport à ça. On a été victime, peu importe, dans la famille, du système, de l'école, mais il s'est passé un truc et on n'avait pas été reconnu en tant que victime, et il va falloir déjà passer par là, c'est-à-dire reconnaître l'état de victime en nous. Je vous donne un exemple concret. Les personnes qui ont été abusées sexuellement, par exemple, attendent généralement le procès, des fois 10-15 ans, des fois c'est très très long, pour enfin pouvoir commencer le travail thérapeutique d'acceptation, parce qu'elles ont été reconnues dans cet état de victime. Et alors pour les personnes qui n'ont jamais dénoncé ces personnes, enfin la personne qui a été le bourreau en fait. Je prends un enfant par exemple qui a été victime de pédophilie et qui n'a jamais dénoncé l'adulte qui. Ah bah là, mon avis. Ouais. Alors ça peut être Alors ça dramatique. peut être dramatique dans le sens où en plus, du coup, il y a un autre danger, et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Si le travail n'est pas fait et en plus la victime n'est pas reconnue, elle peut devenir à son tour bourreau. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on retourne aussi dans des schématiques justement de violence ou d'abus sexuels, où du coup ça se transmet entre guillemets, malheureusement, de génération en génération. Je termine du coup sur le bourreau, qu'on appelle pervers narcissique manipulateur actuellement, puisqu'on aime bien donner des super étiquettes à tout le monde, pour expliquer les choses, voilà. Et surtout pour laisser les choses à l'extérieur, parce que c'est toujours la faute du système, des parents, de l'autre, etc. Du coup, donc première étape, il va falloir reconnaître la victime en nous et accueillir toute cette souffrance, parce que tout pendant que la souffrance n'aura pas été reconnue par nous, à l'intérieur de nous, on ne peut pas passer à autre chose. D'accord ? Donc on va rencontrer systématiquement des gens qui vont appuyer sur le bouton. Là, il y a souffrance, là, il y a souffrance, là, il y a souffrance, il faut aller voir. Donc on va tourner en boucle dans les mêmes relations. Et puis, le bourreau aussi nous parle de retrouver notre pouvoir personnel. Parce qu'on l'a pas du tout, ou perdu. On l'a donné à quelqu'un d'autre. Puisque le bourreau, en fait, va avoir une emprise sur nous. Donc c'est qu'on lui donne tous les pouvoirs. On n'a aucun pouvoir personnel. Donc ça va être là pour nous indiquer qu'il faut retrouver notre pouvoir personnel et arrêter de le donner à l'extérieur. Vous me suivez ? Voilà, donc il y a une double invitation. Et la troisième qu'on aime moins, c'est l'effet miroir. Il va falloir reconnaître aussi le bourreau en nous. Alors, attention, petit bémol, la vie est là pour nous montrer justement ce qu'il y a en nous, qui n'est pas vu, accepté, aimé par nous. Donc, elle va exacerber, nous montrer en puissance 10 000, puisqu'on a du mal à le voir, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, quand on est face effectivement à un bourreau pervers manipulateur, qui est quand même bien dans son rôle, ça nous indique qu'on peut aussi être un peu bourreau et manipulateur, mais peut-être juste un petit peu.
mais qu'il va falloir quand même accueillir ça en nous. Ne serait-ce que le fait de se manipuler soi-même. On le fait tous. On se ment à nous-mêmes régulièrement. Le déni. Le déni. Il est quand même... On n'écoute pas nos besoins, par exemple. On peut avoir tendance à justement donner le pouvoir aux autres. Donc ne pas s'écouter. Quand on ne s'écoute pas, quand on ne répond pas à nos besoins, par exemple on dit oui à tout le monde alors qu'on a envie de dire non, on se ment à nous-mêmes. On se manipule quelque part. Hein. On devient notre propre bourreau. Mais c'est dur de dire non des fois. Ah, on est bien d'accord. Ça s'apprend, je crois. Mais et ce qu'il faut voir, c'est pourquoi c'est dur de dire non. Parce qu'il y a le aimer là-bas. Voilà. On a envie d'être aimé, C'est alors ça. c'est pour ça On a on envie dit d'être non, aimé. parce que Donc, on dit pas non. Parce c'est qu'on va être compliqué aimé. de dire non. Parce qu'on croit que si on dit non, on ne va pas être aimé. Pas spécialement. Voilà. Il y a des fois, au contraire, on C'est ça. sera mieux jugé. Mais oui, on sera peut-être plus respecté. Voilà, Mais comme on a, nous, vécu ça enfant, on croit du coup. Oui, mais... Parce que comme c'est un schéma répétitif, du coup, on est persuadé que si on dit non, bah là, ça va pas le faire. Parce qu'on a l'habitude de ce schéma-là. En tout cas, je vous invite enfin, c'est une invitation à voir le monde autrement, on est bien d'accord. Hein. Non, mais ça, c'est Donc, enregistré, ça. Tout ce qui n'est pas vu, aimé en nous, accepté en nous, va être à l'extérieur et va nous faire réagir. Ça peut être à la télé, ça peut être les voisins, ça peut être la famille, tout. D'accord ? Donc dès l'instant où on réagit, c'est que ça nous parle de nous. Émotion et pensée. Ça peut être aussi tout ce qui n'est pas vu, dans le sens, on a du mal, par exemple, à voir qu'on peut être bourreau. Avec soi-même ou avec les autres. Alors peut-être à petite échelle. J'ai pas de... Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple d'être bourreau ? Par exemple, dans l'éducation, par exemple, avec les enfants, on peut être un peu bourreau quand même. S'il n'y a pas d'explication, effectivement, il y a de l'injustice qui est vécue par les enfants, on est en position de bourreau. On n'est pas obligé d'être dans l'extrême, mais c'est un petit peu. Donc il faut aussi reconnaître qu'on peut être aussi bourreau et l'accepter, ce qui est difficile. On peut, par exemple, ne pas supporter les personnes égoïstes. Ah oui. Ça, c'est très souvent. Eh bien, la personne égoïste nous renvoie que déjà, faut accueillir les émotions que ça nous fait. Donc, on déteste ça, donc on va accueillir ça. Et puis, ça va aussi nous dire, est-ce que moi, je peux reconnaître que peut-être il faut que je sois un peu plus égoïste parce que je ne le suis pas assez. Donc, c'est une invitation, toujours. Et deuxième, est-ce que je peux reconnaître que moi aussi, je le suis ? Parce que finalement, on est tous un petit peu égoïstes. Et ça, il faut apprendre à le reconnaître aussi. Un petit peu. On est tout. À divers degrés, mais on est absolument tout. C'est comme une pièce de monnaie. D'accord ? Quelqu'un va être altruiste, c'est ça ? Oui, quand on va vers l'inverse d'égoïsme. Ah, Et on va être les deux faces. Il va falloir reconnaître qu'on peut être les deux. On peut être altruiste et on peut être égoïste. Mais c'est normal, on peut pas être toujours gentil non plus. Voilà. Mais sauf que quand du coup on est égoïste, du coup parfois on se déteste. C'est vrai. Et ça c'est inconscient. Parce que c'est pas le tempérament, des fois. C'est ça, puis on nous a dit que c'était pas bien d'être Pas bien. égoïste. C'est pas bien. Petit Partage. coup, c'est pas bien. Et la Partage. partage avec le copain. Donc du coup c'est imprégné en nous.